Malheureusement, à ma présentation, je vais parler en français, c'est plus facile pour moi. Donc, honorable invité, mesdames, messieurs, c'est d'abord un honneur pour moi et un privilège d'être aujourd'hui parmi vous et de discuter d'un thème fort complexe qui est l'évaluation des politiques publiques. Et il faut honnêtement se réjouir et féliciter les organisateurs pour cette initiative. Mesdames, Messieurs, évaluer une politique publique, c'est mesurer l'efficacité à l'aide d'indicateurs de performance pour l'apprécier après, la pertinence. C'est un outil donc qui vise à produire des informations sur les actions, les programmes ou les projets publics avec un double objectif. Le premier objectif, c'est de permettre aux citoyens d'apprécier la valeur de la politique publique. Et le deuxième objectif est d'aider le décideur à améliorer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et les impacts. C'est un outil privilégié de la réforme de l'État et la réforme de la politique budgétaire. Il est bien entendu différent des opérations d'audit ou d'inspection ou même celles de la Cour des comptes, censées vérifier plutôt le respect des procédures et non pas l'évaluation des politiques publiques. Donc l'évaluation doit mesurer les effets de l'action, comparant les résultats aux objectifs assignés. C'est aussi une aide à la réorientation des stratégies publiques. Les finalités possibles d'une évaluation publique sont au nombre de 7. La première, c'est optimiser l'allocation des ressources. La deuxième, c'est produire une bonne information aux citoyens. Troisième, c'est apprécier l'impact des politiques publiques. Quatrièmement, améliorer la qualité et le fonctionnement des ressources. Cinquièmement, rationaliser la prise de décision. Sixièmement, mobiliser les acteurs et les partenaires. Et enfin, rendre compte de l'action publique. Au niveau des mesures, quelles sont les différentes mesures? Généralement, sont autour de 5. La première mesure, c'est la pertinence, c'est chercher à établir si la politique menée répond correctement aux besoins identifiés. L'efficience, c'est une relation entre les activités poursuivies, les ressources disponibles et les résultats prévus. Et troisième mesure, c'est l'efficacité, c'est déterminer si l'objectif prédéfini a été atteint ou pas. La quatrième mesure, c'est déterminer l'impact global à moyen et long terme. Cinquième mesure, la mesure de cohérence. On mesure la correspondance entre les objectifs, les moyens et leur contexte. Donc, ça c'est au niveau des mesures. Il y a essentiellement 4 types d'évaluation. On distingue essentiellement donc 4. Il y a l'évaluation ex ante, avant l'action, en phase de conception de la politique ou du programme ou d'un projet. D'ailleurs, ici, j'ouvre juste une parenthèse. Je crois qu'en Tunisie, on n'a jamais fait d'évaluation ex ante, on fait plutôt l'ex post et on se dit, oula, le bilan est mauvais. Donc, l'évaluation in itinère, c'est une évaluation pendant la mise en œuvre du projet. Et la troisième évaluation, elle est à mi-parcours. Les premiers résultats de la politique publique sont analysés afin de réajuster, le cas échéant, le programme ou la stratégie. Quatrième évaluation, elle est bien sûr ex post, c'est un bilan de l'action est dressé dans ce cas. Voici en gros donc l'objectif de l'évaluation, les différentes mesures et les différents types d'évaluation, si je peux dire ainsi. Maintenant, si je reviens un peu au cas tunisien, parce que j'ai une petite expérience de mon passage à l'administration tunisienne en 2010, et à l'Institut tunisien des études de compétitivité et des études quantitatives en 2010, et pour voir un peu comment ça fonctionnait avant la révolution. À vrai dire, il n'y a pas eu d'évaluation, en tout cas à ma connaissance, proprement dite des politiques publiques. Les décisions sont prises d'une manière presque unilatérale, sans aucune concertation. Pire encore, lorsque les promesses des campagnes électorales de l'ancien régime deviennent rapidement des objectifs. Donc, les chiffres statistiques sont manipulés de la sorte que les résultats correspondent aux objectifs prédéfinis. Toutefois, tout n'est pas aussi mauvais. Il y a eu quand même des bons plans avant en Tunisie, des plans de développement quinquennaux,
Si on exclut par contre le 10e et le 11e plan, qui, je les ai bien lus, et honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux derniers plans. Donc si on exclut les deux derniers plans, donc le 10e et le 11e plan, les résultats n'étaient pas très loin des objectifs fixés. Cependant, et malgré la présence de nombreux think tanks et le nombre d'observatoires qu'on a essayé de créer dans de nombreux ministères, les évaluations étaient assez souvent manipulées et manquaient beaucoup d'objectivité. À titre d'exemple, on n'a pas une évaluation aujourd'hui assez fine du Code d'investissement de 1993, dont les résultats semblent discutables. De même, peu d'études ont tenté d'évaluer correctement l'accord de libre-échange avec l'Union européenne de 1995. Et on risque même de signer le statut avancé avec l'Union européenne sans même évaluer l'ancien. Donc, mais les exemples sont très multiples. Lorsque je suis arrivé dans l'administration tunisienne, il y a quelque chose de très étonnant. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, c'est l'existence de deux ministères de développement. Vous avez un ministère du développement durable et un ministère du développement et de la coopération économique. Comme s'il y en a un qui fait du durable, l'autre il doit faire le non durable. Donc, pour vous dire un peu la complication de tout ça. Donc, s'agissant des projets d'investissement, en règle générale, le choix est dicté par une analyse coût-bénéfice et aussi selon les priorités du pays. Malheureusement, et à ma connaissance toujours, il n'y a jamais eu ce type d'analyse. Et si on le faisait aujourd'hui, on risque d'avoir beaucoup de surprises. Donc, si même on veut évaluer qu'est-ce qui peut nous rapporter l'aéroport d'Enfida, et même si on remonte encore plus loin, si on avait évalué ou fait cette analyse coût-bénéfice du groupe chimique de Gabès, je crois qu'on va peut-être le regretter. Donc aujourd'hui, vous savez qu'on exploite 120% des nappes phréatiques des oasis de Gabès et on déverse je ne sais pas combien de mètres cubes d'eau et de phosphogypse dans le golfe de Gabès. Donc le coût de l'environnement sur l'environnement de 1 dinar produit par le golfe de Gabès nous coûte super cher. Après la Révolution, donc la période de transition, d'abord, il me semble que pour pouvoir évaluer les politiques publiques de la période de transition, il faut se poser une question qui me paraît déterminante. Quels étaient les objectifs prioritaires pour cette période? Et par la suite, quelles étaient les politiques publiques mises en œuvre pour les atteindre? Mais pour répondre, et avant de répondre à cette question, il faut mettre les choses dans leur contexte. Quel était le contexte de la période de transition? Un affaiblissement de l'État et de l'autorité, une révolution qui touche nos pays voisins, une crise financière en Europe qui affecte directement nos exportations, des tensions sociales très tendues. Ces tensions sociales, on les retrouve au niveau des entreprises qui demandent réparation immédiate des dégâts. Ceux qui travaillent exigent ou réclament des hausses de salaire immédiates et ceux qui ne travaillent pas exigent du travail. Donc, si on prend dans tout ce contexte-là, en plus, en 2011, le dernier plan, donc le 11e plan, est arrivé à son terme. Donc, les gouvernements successifs, même celui de C. Mohamed El-Ghanouchi, naviguaient un peu à vue. Donc, il n'y avait pas des moyens ou d'instruments de navigation, si j'ose dire ainsi. D'ailleurs, les lois de finances qui ont suivi en période transitoire n'avaient pas d'objectif très clair en matière de développement, mais étaient un peu de gérer les tensions sociales d'un côté et d'éviter les catastrophes. Donc sans vision et dans un contexte social très tendu, les gouvernements ont essayé ou tenté du moins d'éviter un dérapage pour le pays. Ceci pour dire qu'il est très difficile d'évaluer les politiques publiques en période de transition. L'une des questions, peut-être, qui me paraît intéressante de se poser, sachant que la révolution n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et la question, est-ce que ce coût aurait pu être plus faible ou plus élevé? Donc la question,
Qu'est-ce que le gouvernement ou les gouvernements successifs ont fait pour qu'il ne soit pas élevé et qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour qu'il soit plus faible? Je n'ai pas honnêtement une réponse claire, mais c'est pour le débat. Maintenant, si on veut réfléchir pour l'avenir, il faut la première chose, il faut activer, je crois, le rôle des think tanks. Et vous aurez cet après-midi toute une discussion sur le rôle des think tanks. Il faut aussi mener des analyses coût-bénéfice. C'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir cette culture d'analyse du coût-bénéfice. Il faut apprendre à faire des diagnostics crédibles. Il faut plus de transparence au niveau des statistiques pour pouvoir évaluer. Il faut bien sûr des statistiques fiables. Et malheureusement, en Tunisie, c'est malheureux de le dire, mais les statistiques n'appartiennent pas aux institutions, mais appartiennent à des personnes. Ces personnes-là essayent d'utiliser leurs statistiques qui travaillent dans l'administration, donc et ceci dans quasiment la plupart des administrations. L'autre point, c'est la réforme de la politique budgétaire pour évaluer notre politique publique, parce que essentiellement la politique publique, elle est basée, si on peut dire, sur la politique budgétaire, et cette politique budgétaire en Tunisie aujourd'hui encourage le gaspillage. Comment elle encourage le gaspillage? C'est-à-dire, si vous êtes à la tête d'une administration, vous êtes obligé en fin d'année, même si vous n'avez pas des besoins pour dépenser cet argent, il fallait absolument les dépenser, sinon l'année prochaine, vous n'aurez plus le même montant. Donc, quelque part, vous êtes obligé de les dépenser, quitte à les gaspiller. Et même si vous aurez un audit où la Cour des comptes vient, vous n'avez aucun problème. Donc la procédure est respectée, mais c'est pas grave si vous pouvez toujours les gaspiller. Donc il faut ensuite qu'on apprenne d'accorder à une institution indépendante et très loin des politiques et même peut-être de l'administration pour qu'elle puisse prendre ou faire le rôle d'évaluateur, parce que un évaluateur, il est toujours désagréable, donc vaut mieux qu'il soit très indépendant, et je vous remercie.